Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Fabienne Chetaille, la doyenne de la faculté, et c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir en cette nouvelle année. Alors, la présentation que je suis en train de faire est une répétition, en fait, de la présentation que j'ai faite lors de la séance d'accueil des nouveaux et des nouvelles engagés. Parce que l'enregistrement n'a pas bien marché ce jour-là, ben, je refais la présentation qui va contenir les mêmes informations, mais avec voilà, la prise en compte du fait que les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas dans l'auditoire le jour J. Alors, une des choses que j'ai dites en fait aux étudiants qui étaient présents, c'est que ben, avant de commencer à donner tout un type d'informations, je leur ai demandé de regarder autour d'eux dans l'auditoire. Vous pourrez le faire lorsque ce sera votre première séance de cours. Donc regardez un petit peu autour de vous, à gauche, à droite, devant, derrière. Et en fait, il y a deux choses qu'on peut constater. C'est que ben, d'une part, vous êtes nombreux et nombreuses. Mais plus important, dans cet auditoire, dans un auditoire d'étudiants, d'étudiantes qui s'inscrivent en BR1 et qui démarrent une nouvelle année, il y a une grande diversité. Il y en a qui viennent pour la psychologie, d'autres la logopédie, d'autres les sciences de l'éducation. Il y en a qui savent ce que c'est que l'université, d'autres pour qui c'est moins clair, voire pour qui c'est une grande inconnue. Il y en a qui croient des choses, d'autres qui n'y croient pas, d'autres qui savent pas. Il y en a qui ont des avis tranchés sur certaines questions, d'autres non. Et ce que je veux dire, c'est en premier lieu, c'est que c'est pas un hasard si j'ai choisi comme première image cette image avec le mot bienvenue écrit en anglais. Parce qu'en fait, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quoi que vous pensiez, quoi que vous sachiez déjà ou pas, vous êtes les bienvenus ici. Donc le mot bienvenue a vraiment une importance pour nous. Alors, point important, tout le monde est bienvenu, mais tous les discours ne sont pas bienvenus, tous les comportements ne sont pas bienvenus. À l'ULB, on cultive la tolérance. Et par contre, ben, la haine, la discrimination, l'intolérance n'ont pas leur place, quelle qu'ils soient. Et nous l'affichons en grand, parce que de nos jours, il est vraiment important de le dire haut et fort. Alors, bien sûr, des fois on n'est pas d'accord. Ben, dans ce cas-là, à l'ULB, on discute, on débat, on écoute, on Ça t'est déjà nuance. arrivé de changer d'avis pendant un débat? Alors, Alors, aujourd'hui je suis à l'ULB et je vais vous poser plein de questions. Tu peux piocher une question, puis y répondre. Est-ce que tu parles avec des gens avec qui tu n'es pas d'accord? oui, très souvent. Très certainement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez important. Même mes amis, on n'a pas la même opinion sur tous les sujets et ça ne nous empêche pas quand même de débattre. Toujours sur le ton qu'il faut, c'est très important. Faut rester ouvert d'esprit. Par exemple, ici à l'université, c'est pas toujours évident. Il y a des discussions qui sont parfois musclées, mais malgré tout, c'est un espace où il y a moyen de dire des choses, de faire des choses. J'ai choisi l'ULB quand j'étais en secondaire parce que je voulais y venir pour les valeurs qu'elle défend et notamment le principe de libre examen. Pause. C'est quoi le libre examen? En gros, le libre examen, c'est refuser de croire quelque chose juste parce qu'une autorité le dit. C'est questionner, douter et se faire sa propre opinion sans grille de lecture imposée. C'est quelque chose auquel collectivement on doit être hyper attentif. Et les personnes aussi peuvent t'amener un autre point de vue. C'est pas forcément pour changer d'avis que je parle avec eux, mais juste pour voir les différents avis qui existent. De se décentrer, de se dire en fait, ma réalité n'est pas celle de tout le monde. Par exemple, des fois, il y a des gens avec qui j'ai pas la même opinion, mais je me rends compte que la divergence n'est pas tellement sur le fond, mais c'est plus une question d'interprétation de choses. Enfin, à partir du moment où on arrive à trouver un peu ce qu'on a en commun, on peut avancer ensemble. Putain, c'est faire en mode... Non mais c'est bien, c'est vrai. As-tu déjà changé d'avis pendant un débat? Pas pendant, parce que pour l'ego, ça fait mal. Personnellement, non. Ça m'est déjà arrivé. À ma connaissance, je crois pas. Si ça m'est arrivé, c'est une bonne chose, parce que ça montre que je suis capable de me remettre en question. Pourquoi tu voulais... T'es tout le temps persuadé d'avoir raison, on n'a pas toujours raison. Je suis très têtue, mais bien évidemment, quand une personne est intéressante et que je vois qu'elle est instruite sur le sujet, je vais l'écouter. Puis voilà, j'essaye d'être le plus critique possible. Si je vois que la personne se renseigne pas trop sur l'actualité, qui juste lance des faits comme ça, c'est un peu compliqué, tu vois. Me dire en fait mon avis, c'est peut-être pas le bon parce que j'ai rien sur lequel vraiment m'appuyer. Poser des questions quand on débat avec quelqu'un, c'est peut-être aussi le plus important. Ne pas se forcer à avoir un avis. Faut se poser, faut réfléchir à ce qu'on dit. Tourner sa langue cette fois dans voilà, un bouche. exactement, ma mère m'a toujours dit ça, je le fais toujours. Est-ce que tu as l'impression d'avoir des préjugés? Oui, j'en ai eu. Je pense que oui. De moins en moins. Pourquoi de moins en moins?
Mais avec l'âge et la sagesse. Je pense qu'on n'y échappe pas. Sans qu'on le sache, on en a un peu sur un peu tout et n'importe quoi. Comment est-ce que tu l'appréhendes? Je vais me remettre tout de suite en question. Il faut se déconstruire et prendre le temps de se rendre compte que j'ai tort. Je pense que c'est pas parce qu'on a grandi avec une idée reçue sur un certain sujet qu'on est obligé de continuer avec. Parce que on vit dans une société qui en est plein et que c'est aussi une simplification de l'esprit de se dire genre le monde fonctionne comme ça et on a tendance à aussi un peu simplifier les personnes. Le jeu, c'est de se poser la question de comment mieux les comprendre. Et quand c'est fait dans un cadre bienveillant, c'est hyper chouette. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup les filles. Passez une bonne journée. À bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir regardé. Si le format vous a plu, vous pouvez aller voir la suite sur le compte de Laure. Alors, je viens de vous dire qu'il y a une grande diversité dans les auditoires dans lesquels vous allez être, mais diversité ne veut pas dire différence. En fait, nous avons tous et toutes des choses en commun, notamment nous appartenons tous et toutes à l'espèce humaine, donc en fait on est très très semblables, on aspire au bien-être, en fait, au bonheur, tous et toutes. À l'ULB précisément, ce qui nous unit, c'est que nous voulons apprendre des choses. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait un choix, à savoir continuer à apprendre. Et vous avez bien fait de venir, parce que l'université, c'est vraiment le bon endroit pour ça. Alors, c'est quoi exactement l'université? Donc, si on prend une définition inspirée de Wikipédia, une université, c'est une institution d'enseignement supérieur et de recherche constituée par la réunion d'établissements d'enseignement tels que des facultés, des instituts, des départements, des centres, des bibliothèques, des ateliers, des médiathèques, des musées, etc. Et donc, dans cette définition, qui est assez longue, en fait, il y a plusieurs mots sur lesquels je voudrais m'arrêter, 3 mots. En fait, le premier, c'est le mot enseignement. Donc vous vous êtes inscrit à l'université pour acquérir des connaissances et pour obtenir un diplôme qui vous permettra d'avoir un métier plus tard. Et votre premier objectif, ça va être d'obtenir votre bachelier. Alors votre bachelier, il est là. Avant, la grande majorité d'entre vous était en secondaire et maintenant vous entrez à l'université en bachelier. Pour réussir son bachelier, il faut acquérir 180 crédits. Alors peut-être avant d'aller plus loin, une question que vous pourriez vous poser, c'est mais c'est quoi exactement des crédits à l'université? Alors, des crédits, on pourrait dire que c'est une mesure approximative du volume de travail à fournir pour chaque cours. Et en fait, ils vous sont attribués après la réussite de l'examen, parce que dans ce cas, on considère que vous avez acquis une maîtrise suffisante de la matière. Alors, typiquement, on considère à l'université qu'un crédit est plus ou moins égal à 30 heures de travail. Et ici, dans la faculté, les cours comptent soit pour 5 crédits ou 10 crédits. Donc, par exemple, vous allez avoir un cours qui s'appelle Psych E102. Psych E102, c'est le petit nom du cours, ce qu'on appelle un mémonique, qui compte pour 5 crédits. Et 5 crédits, approximativement, ça correspond plus ou moins à 150 heures de travail. Vous allez avoir un autre cours qui est Biol E1001, qui compte pour 10 crédits. Et là, on considère que ça correspond plus ou moins à 300 heures de travail. Donc attention, quand on parle d'heures de travail, ce sont le nombre d'heures totales. Donc le nombre d'heures que vous allez passer dans l'auditoire pendant le cours, pendant les travaux pratiques s'il y en a, et puis tout votre travail personnel pendant l'année et pendant la préparation des examens. Alors, quand vous allez regarder votre programme en détail, peut-être que vous allez voir, par exemple, si on prend Biol 1001, ce cours à 10 crédits, que c'est marqué qu'il compte pour 48 heures. Et alors là, vous pourriez vous dire, en fait, tranquille, quoi, elle s'est trompée, c'est pas du tout plus ou moins 300 heures de travail qu'il faut. Mais en fait, je ne me suis pas trompée. C'est vraiment la réalité, en fait. Le travail à l'université, c'est pas juste 24 ou 48 heures, qui dans ce cas-là correspondent aux heures dans l'auditoire, c'est bien plus que ça. On pourrait prendre en fait la métaphore de l'iceberg. Ça, on dirait que ça représente le travail que vous allez fournir pour chaque cours. Et là-dedans, il y a les heures de cours dans l'auditoire ou en TP. C'est ce qui est marqué dans le programme. Et puis, il y a tout le travail en dehors de l'auditoire. Et ça, c'est vraiment important à garder en tête pour votre travail sur l'entièreté de l'année et notamment pour que vous appreniez à développer votre méthode de travail. Alors, tant qu'on est sur le programme, peut-être en passant, vous remarquez qu'on parle de cours obligatoires, de cours optionnels. À l'université, on utilise parfois le terme UE. UE, c'est une abréviation pour unité d'enseignement. Et on a tendance à utiliser de façon synonyme le mot cours et le mot UE. Comme ça, vous le savez si jamais vous rencontrez ça. Alors, si on revient
à votre programme. Je vous ai dit qu'il fallait acquérir 180 crédits pour obtenir son bachelier. Et donc ce bachelier est conçu en 3 ans. Et donc on parle tout d'abord de la première année, c'est le B1, le bloc 1, là où la majorité d'entre vous est inscrit. Les 2 années suivantes, ça s'appelle la poursuite du cursus ou la poursuite du bachelier qui est divisée entre le bloc 2 et le bloc 3. Et sur chacune de ces 3 années, en fait, vous devez réussir 60 crédits, et 3 fois 60, ça fait 180, ce qui explique les 180 crédits. Et en vous inscrivant dans ce bachelier, vous avez choisi soit une orientation générale, ou soit une orientation en logopédie. Alors, durant votre parcours en bachelier, vous allez peut-être vous poser des questions sur les modalités d'accumulation de crédits, de passage d'un bloc à l'autre. Qu'est-ce qui se passe si j'acquiers pas mes 60 crédits, etc., etc. On ne va pas vous donner ces détails-là maintenant tout de suite, c'est beaucoup trop tôt, mais vous en entendrez parler au fur et à mesure de l'année. Et donc sachez déjà qu'une personne de référence sur ces questions, ce sera Madame Julie Delot, donc la secrétaire, qui d'une part va vous envoyer un certain nombre de messages et d'informations, et qui d'autre part est une personne ressource pour poser des questions sur l'organisation des études. Mais ça va venir un petit peu plus tard dans votre année. Et alors l'autre personne très importante, c'est le professeur Olivier Klein. Il est président du jury des bacheliers. Alors vous apprendrez au fur et à mesure de vos études et au fur et à mesure de l'année quel est exactement le rôle du président du jury du bachelier. Je peux déjà vous dire que c'est notamment lui qui préside le jury qui accorde les crédits à la fin de l'année après la session d'examen. Alors, parfois les étudiants et les étudiantes pensent qu'une fois qu'on a obtenu son bachelier, on peut exercer en tant que psychologue, logopède ou professeur. En fait, non, c'est pas le cas. À l'université, le titre professionnalisant, donc qui permet d'exercer une profession, est d'une durée d'au moins 5 ans. Et donc après votre bachelier, vous allez faire en fait un master, a priori. Un master, ça consiste à cumuler 120 crédits sur 2 blocs, autrement dit sur 2 années, de 60 crédits chacune. Donc a priori un master, ça se fait en 2 ans. Et en master, vous choisirez là aussi soit une orientation en psychologie, en sciences de l'éducation ou en logopédie. Alors il y a plusieurs, à chaque fois dans ces orientations, très souvent il y a plusieurs types de masters en psycho, en sciences de l'éduc, mais à nouveau, à ce stade, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails, vous aurez le temps d'avoir des informations sur tout ça. Alors, peut-être que vous vous demandez, tiens, au fond, est-ce qu'on peut continuer en fait après un master? Oui, on peut, de plusieurs façons. À nouveau, je ne vais pas vous détailler toutes les façons, c'est un peu trop tôt. Peut-être juste vous dire qu'une des façons de continuer, c'est de faire un doctorat. Et donc, ici, ce sont plus juste des études. En fait, c'est une formation pour devenir chercheur ou chercheuse. Et je vous le précise simplement maintenant pour que vous entendiez le mot doctorat, si vous ne le connaissiez pas. Et donc voilà, un doctorat, c'est pas exactement des études, c'est vraiment une formation pour devenir chercheur ou chercheuse. Alors, si on revient à notre définition de l'université, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs mots importants. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur le mot recherche. Et ça, c'est un point super important. La recherche est au centre de l'université. C'est tellement vrai qu'à l'ULB, c'est marqué sur les sacs. Et donc, ce qui est marqué sur les sacs, c'est cette phrase, en fait, qui est en latin. Et si on la traduit, ça donne « La science vaincra les ténèbres ». Et ça, c'est la devise de l'université. Alors, pourquoi est-ce que la science est centrale à l'université? Eh bien, parce que jusque-là, c'est le meilleur outil, ou plutôt un ensemble d'outils, que l'humanité a trouvé pour comprendre les phénomènes et pour produire de la connaissance. Et donc, on va prendre un exemple pour illustrer ça. Dans quelques instants, je vais vous montrer une vidéo des professeurs que vous allez avoir cette année. On leur pose des petites questions et très souvent, quand ils doivent réfléchir, ils arrêtent de regarder la personne devant eux et la caméra et leurs yeux se mettent à regarder ailleurs. Et vous avez ici un exemple en photo ce que ça donne, et en fait c'est vrai pour eux, mais en fait c'est vrai pour à peu près tout le monde. Quand on parle à quelqu'un, en le regardant, si cette personne nous pose une question, très souvent nos yeux vont se détourner en fait. Et la question qu'on pourrait se poser c'est, tiens, pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Pourquoi est-ce que quand on discute avec quelqu'un et que la personne nous pose une question, on détourne notre regard quand on réfléchit? Alors, je pourrais avoir un avis, et vous aussi en fait, sur la question, une idée,
une intuition. Vous pourriez même aller voir sur TikTok, sur un forum, poser la question, lire un magazine lambda, etc. Mais a priori, ce que vous allez trouver, c'est, à moins que ce soit quelque chose de, je dirais, une revue scientifique, en fait, a priori, ça va plutôt être des idées ou des avis, etc. Et comme le disait une personne dans la vidéo précédente, mon avis, ou l'avis de quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas le bon, en fait, parce que j'ai rien sur lequel vraiment m'appuyer. Et à l'inverse, une autre personne disait que moi, quand je vois une personne instruite sur le sujet, je vais l'écouter. Et en fait, être instruite sur le sujet, ça veut dire avoir des connaissances. Et comme je vous l'ai dit, c'est la science qui permet de construire et de donner en fait des connaissances. Alors, pourquoi est-ce que l'être humain fait ça, détourne le regard quand il ou elle, quand la personne doit réfléchir? Eh bien, pour avoir un début d'explication, je suis allée regarder les travaux scientifiques de chercheurs, de chercheuses. Et donc ces chercheurs et ces chercheuses, on les appelle parfois des experts ou des expertes, qui travaillent spécifiquement sur ce phénomène. Et en fait, il y a plein de travaux qui s'intéressent à cette question. Vous avez ici des exemples d'études scientifiques qui ont été publiées dans des revues scientifiques. Vous remarquerez qu'il y a le titre au milieu en grand, qu'à chaque fois c'est écrit en anglais. Ça c'est normal, c'est parce que en fait en psychologie, une grande partie des travaux sont publiés en anglais. Alors c'est quoi l'explication qu'apportent en fait ces travaux scientifiques et qu'est-ce qu'ils montrent? Alors plein de choses. Je vais certainement pas tout vous expliquer, mais j'ai quand même envie de vous donner un début de réponse, parce que peut-être que du coup maintenant, vous aussi, vous aimeriez savoir vraiment pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et donc, pour vous expliquer ça de façon simplifiée, disons qu'on a deux personnes qui discutent et qui se regardent. Si on prend le monsieur, eh bien, il y a des travaux qui montrent que regarder quelqu'un dans les yeux, en fait, ça demande de l'attention, et on pourrait dire de l'énergie, en quelque sorte, parce que il faut regarder la personne, traiter les émotions sur son visage, etc. Admettons que la dame qu'il regarde lui pose une question, voire même une question difficile. Pour répondre à cette question, ça demande aussi de l'attention, de l'énergie. Il va falloir réfléchir, peut-être qu'il va falloir aller chercher un souvenir dans sa mémoire, peut-être qu'il va falloir faire un calcul, sauf que le monsieur, il utilise déjà de l'énergie pour regarder la dame. Donc une solution pour lui, c'est d'arrêter de regarder la dame et de diriger son regard ailleurs, par exemple dans le vague ou bien au plafond. Et ça ne lui prend plus toute son énergie, ou en tout cas ça lui prend bien moins d'énergie. Et donc il lui reste encore plein d'énergie qu'il peut utiliser pour réfléchir et répondre à la question difficile. Donc ça, c'est une explication très simplifiée du phénomène. Il y a d'autres explications qui peuvent être avancées sur base des travaux scientifiques, mais le point important, c'est que cette explication, les chercheurs et les chercheuses y sont arrivés parce qu'ils ont conduit des expériences, des études où ils font se rencontrer deux interlocuteurs qui discutent et ils vont mesurer leur temps de regard, quand est-ce que le regard dévie, est-ce que ça varie selon si la question est facile, difficile, en fonction de l'interlocuteur, etc., etc. Donc il y a eu plein d'études qui ont permis de collecter des données et qui ont été interprétées et qui ont amené à cette interprétation, en fait, à cette conclusion et à cette explication du phénomène. Et donc ça, c'est exactement ce processus qui est à l'œuvre dans les connaissances qui sont transmises à l'université. Donc non seulement à l'université, on y produit de la connaissance, l'université est remplie de chercheuses et de chercheurs, mais en plus, ce qu'on va vous transmettre comme connaissance dans les cours, eh bien, c'est basé sur les recherches scientifiques. Donc c'est pour ça que la science est centrale, en fait, à l'université. Alors, en passant, je vous ai montré cette image avec deux personnes qui discutent. C'est bon pour vous de savoir que la dame qui est sur la photo, c'est pas n'importe qui. En fait, c'est Anne Michos, qui est la rectrice de l'université. Et donc, pour simplifier, le dire très vite, c'est en quelque sorte la personne qui est à la tête de l'université, pour le dire très très simplement. Alors, si on revient à notre définition, je vous ai dit qu'il y avait 3 mots qui m'intéressaient. Le troisième, sur lequel je voudrais m'arrêter avec vous, c'est le mot faculté. Alors, pour expliquer ce mot, tout simplement, imaginons qu'on a une université
et que cette université, c'est l'ULB. Donc ça, je viens de vous le dire, à la tête de cette université, il y a la rectrice, il y a aussi un président du conseil d'administration, il y a évidemment bien plus de monde que ça, il y a toute une équipe, mais c'est pas pertinent que je vous donne toute la liste ici. Et cette université, elle est composée de facultés, à peu près une douzaine, mais pour simplifier en fait. Ces facultés, elles se définissent notamment par les matières qui y sont enseignées. Donc par exemple, il y a une faculté de droit, pour les étudiantes qui veulent apprendre le droit. Il y a une faculté de sciences. Et puis, donc, il y en a à peu près une douzaine. Et il y a également notre faculté. Vous êtes inscrite dans cette faculté pour apprendre la psychologie, la logopédie ou les sciences de l'éducation. Et à la tête de la faculté, il y a une doyenne, en l'occurrence moi, une directrice de l'administration facultaire, Elisa Useli, et puis là aussi il y a toute une équipe derrière, c'est pas juste ces deux personnes, certainement pas, mais à nouveau c'est pas nécessairement pertinent que je détaille le tout. Donc voilà pour le concept de faculté, et une question qui pourrait émerger, mais c'est finalement dans cette faculté, qui est-ce que vous allez rencontrer, vous? Alors tout d'abord, vous allez rencontrer des professeurs. Et si vous m'avez bien suivi jusque-là, vous l'aurez peut-être compris, tout professeur à l'université est aussi un chercheur ou une chercheuse avec son thème d'expertise. Et la plupart du temps, ces professeurs vont vous donner cours dans le grand domaine de leur expertise scientifique. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un aperçu des professeurs que vous allez avoir cette année, à qui donc on a posé plusieurs petites questions. Écoutez bien. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à tous et tous. Bienvenue, bien sûr. On part de l'origine de la vie et puis on suit l'organisation de la vie jusqu'à la manière dont fonctionne le cerveau, comment on voit, comment on goûte, comment on se forme des souvenirs. Initiation. Une initiation, c'est toujours un truc, ça fait un peu peur, on ne sait pas vers quoi on va. Aux épistémologies, à ceux qui font de la connaissance dans les sciences psychologiques et d'éducation. C'est l'enjeu. Et c'est vraiment un défi. J'essaye de prendre un ensemble de concepts qui seront très utiles pour comprendre l'approche scientifique essentiellement hypothético-déductive. Et donc, il y aura un petit peu de probabilité, un petit peu de logique et des bases de statistiques. En quoi consiste le travail du psychologue clinicien? Quelles sont les théories, les discours qui lui permettent de le penser, d'y réfléchir, de le construire? Et quels sont les outils et les méthodes associés à chacun de ces discours? La bibliothèque de psychologie, un peu cachée dans le bâtiment A. Le CAF-CAF, le centre du monde, un café extraordinaire. Eh bien, j'ai redécouvert assez récemment qu'il y avait un potager sur le campus ici au Solbosch. Il est un petit peu caché et je pense que ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Je dirais que dans ce cours, de manière générale, j'essaye de sensibiliser les étudiants à la question de l'observation et la compréhension des liens entre le comportement observable et la vie mentale. Donc le but, c'est vraiment de vous donner un petit peu de base pour les autres cours qui suivent, comme Psychologie sociale 2, mais aussi pour les cours dans notre master de Psychologie sociale et interculturelle. Et donc je pense que ce bagage va vraiment être utile pendant la suite de votre carrière académique. C'est une bonne ouverture à un champ de la psychologie que peut-être quand on arrive à l'université en tant qu'étudiant ou étudiante, on n'a peut-être pas idée qu'on va aborder la mémoire, le langage, et en fait ça ouvre la réflexion à des questions que peut-être vous ne vous posiez pas encore, ou peut-être que vous vous posiez déjà. En logopédie, on accompagne des personnes qui ont des difficultés de langage, à l'oral ou à l'écrit. C'est donc absolument indispensable pour les logopèdes de maîtriser la langue française. Autant les psychologues que les logopèdes auront à traiter durant leur vie professionnelle de situations où la scolarité joue un grand rôle. Difficile. Nouveauté. Magique. Découverte. Oui, d'aller aux cours, aux séances de soutien et puis de beaucoup s'entraîner. S'accrocher, travailler ensemble, apprendre à se connaître, à connaître les autres et être curieux. Il faut bien mémoriser le contenu, bien sûr. Il faut essayer de trouver des liens entre les chapitres et surtout aussi faire participer à la tâche additionnelle qui vous donne un extra crédit. De venir au cours même s'il a lieu le samedi matin
Et puis d'être curieux sur la condition humaine, en lisant des articles sur la psychologie clinique, mais pas que, en allant au cinéma, en allant au théâtre, en lisant de la littérature, des romans, et puis en voyant comment des résonances peuvent se créer avec le cours. Bienvenue. J'espère que votre passage à l'université vous laissera d'aussi bons souvenirs que le mien. Éclatez-vous et surtout donnez-vous à fond pour vos cours. Venez, ça va être bien. Vraiment, en un mot, je l'écris en un mot, qu'est-ce qu'on se marre. On recommence. Parce que ça n'a aucun sens. Voilà, donc vous avez un petit aperçu des profs qui vous donneront les cours obligatoires dans cette première année, B1. Mais donc, peut-être ce que vous pouvez remarquer sur votre catalogue, c'est que, en fait, parfois, il y a certains cours qui ont des TP. TP, c'est travaux pratiques. Et là où il y a des travaux pratiques, généralement, ce n'est pas des professeurs que vous allez rencontrer mais pour ces travaux pratiques, mais des assistants et des assistantes. Alors, ce sont qui des assistants et des assistantes? Bon, c'est généralement des personnes un peu plus jeunes que les professeurs. Ce sont des personnes, en fait, qui ne sont plus étudiants ou étudiantes, mais qui ne sont pas encore professeurs ou professeurs. En fait, la moitié de leur temps, il et elle le passent à faire un doctorat, donc on revient sur ce mot, hein, donc ça veut dire que elles passent la moitié de leur temps plus ou moins en fait à faire de la recherche et à apprendre à faire de la recherche, et l'autre moitié du temps, il et elle le passent à faire de l'enseignement, notamment en vous donnant des TP à vous. Et donc, gardez bien ça en tête, en fait. Ces assistants, ces assistantes que vous allez rencontrer en TP, ce ne sont pas des profs. Et l'autre point, c'est qu'ils et elles ne sont pas disponibles pour vous à 100%. Elles le seront quand vous serez en TP. Et là, vous pouvez leur poser des questions. Mais c'est des personnes qui ne peuvent pas être sollicitées de la même manière que des professeurs. Les autres personnes que vous allez croiser dans notre faculté, ce sont les secrétaires. Et donc là, on pourrait dire qu'en BA, en B1 notamment, le monde des secrétaires est divisé en deux. Donc il y a les cas où vous avez des questions à poser qui sont des questions administratives générales. Alors, on a mis en place une FAQ dans une foire aux questions sur le site de la faculté pour que vous puissiez aller déjà trouver des réponses. Quand vraiment vous ne trouvez pas de réponse, par exemple, des questions sur des complications liées à votre programme, sur des procédures pour les choix d'options, sur la valorisation des crédits, eh bien, la personne ressource, c'est vraiment Madame Julie Delot, dont je vous ai déjà parlé, qui est secrétaire du pôle bachelier. Et puis, parfois, vous pourriez avoir des questions administratives sur un cours plus précis. Donc, par exemple, normalement, les professeurs vont vous expliquer tout ça, mais voilà, vous pourriez avoir une petite incertitude et donc une question sur l'inscription au TP, des aspects justificatifs d'absence, l'inscription sur ce qu'on appelle l'UV, c'est l'université virtuelle. Ça, on va vous expliquer ce dont il s'agit. Et donc là, dans ce cas-là, il faut aller voir un secrétariat qui est référencé par le prof qui donne le cours en question. Il y a plein de secrétaires qui gèrent différents cours. Mais pour votre année de B1, a priori, la secrétaire à qui vous pourriez avoir affaire, il s'agit de Aude Fenot. Alors, des professeurs, des secrétaires, des assistants-assistantes, et bien sûr, vous allez rencontrer d'autres étudiants-étudiantes. Ce qu'on peut dire, c'est que ces 4 catégories de personnes sur le campus, en fait, ces différentes personnes appartiennent à différents corps. Je vous introduis le terme parce que vous pourriez le rencontrer, mais donc l'ensemble des professeurs, on appelle ça le corps académique, l'ensemble des assistants et assistantes, c'est le corps scientifique, etc. Et tous ces corps sont liés les uns aux autres. S'il y a pas d'étudiants, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de secrétaire. À l'inverse, s'il n'y a pas de prof, il n'y a pas non plus d'étudiants. Et donc, tous ces corps sont en interdépendance et c'est vraiment ces différents corps qui forment notre faculté et plus généralement qui forment ce qu'on appelle la communauté universitaire de l'ULB. Alors, normalement, avec tout ce que je viens de vous présenter, normalement, vous avez une idée un peu plus précise de ce que c'est que l'université, de qui vous allez y rencontrer. Mais à ce stade, peut-être que vous vous dites, oui, mais concrètement, pour moi, comment ça démarre? Comment ça va se passer dans les jours qui viennent? Alors, peut-être ici, je voudrais aborder le fait
les craintes du départ. Et donc je sais qu'une des premières inquiétudes de beaucoup d'étudiants au tout début, c'est l'orientation dans l'espace et que ça peut vous stresser à l'idée de vous perdre sur le campus. Alors plusieurs choses, hein. Vous allez voir que dans ces tout premiers jours, on va vous demander de venir dans un grand auditoire qui est le Janson, qui est l'auditoire dans lequel a eu lieu la séance d'information à laquelle vous n'étiez probablement pas si vous regardez cette vidéo, mais lundi, on va vous demander d'y revenir à 2 reprises. Donc voilà, très souvent, c'est plutôt les mêmes auditoires. Et surtout, si vous réussissez à aller une fois à une salle où vous deviez aller, c'est soit que vous avez quand même réussi à la trouver sur le plan, soit que vous avez demandé à quelqu'un pour trouver le plan. Et si vous avez réussi à faire ça une fois, vous pourrez le faire encore plusieurs fois. En plus, les premiers jours de la rentrée, normalement sur le campus, il y a des personnes, des étudiants plus avancés, qui sont là pour vous aider à vous guider. Alors certaines années, ils sont habillés en bleu, d'autres fois en rouge. Mais voilà, n'hésitez pas à les interpeller si besoin. Et comme je vous l'ai dit, hein, vous allez assez vite comprendre que c'est à peu près toujours les mêmes endroits que vous devez fréquenter en fait pour les cours et autres. Et donc en quelques jours, vous allez assez bien comprendre, assez bien vous orienter sur le campus. Alors peut-être si on prend ici, donc cette séance de présentation avait lieu dans le bâtiment J, qui est le Janson. Et donc le Janson, il est facilement accessible. Je dirais, il est relativement assez bien accessible. Et en fait, l'autre point, c'est que les secrétariats, la plupart des secrétariats et à peu près tous les bureaux des professeurs, des assistants, des chercheurs, mais a priori, ils n'avaient pas spécialement besoin d'aller dans les bureaux, mais sachez que à peu près tout ça se situe principalement dans le bâtiment D. Et donc, le lien entre le Janson et le bâtiment D, vous voyez qu'il faut aller à la grande avenue centrale du campus. Et puis, avant de sortir du campus, vous allez au bâtiment D. Donc voilà, la distance n'est pas vraiment, n'est pas très longue et le chemin pour aller d'un bâtiment à l'autre n'est pas très compliqué. Il se pourra aussi, peut-être pas en BA1, mais que vous alliez au bâtiment U pour notamment tout ce qui concerne les sciences de l'éducation. Et ça, vous voyez que c'est pas très très loin non plus du bâtiment D. Alors, autre chose, une autre crainte qu'ont souvent les étudiants et les étudiantes quand ils démarrent, c'est l'impression qu'ils vont être perdus dans la masse, parce que vous êtes nombreux. Et, excusez-moi, parfois les étudiants et les étudiantes se disent que ça va être difficile, voire impossible de parler aux profs, d'interagir tellement vous êtes nombreux et que finalement vous n'êtes qu'un numéro. Alors, vous allez découvrir que c'est faux. Donc, bien sûr, les professeurs ne connaissent pas les étudiants et les étudiantes un à un, mais vous allez voir que vous allez pouvoir leur poser des questions, particulièrement pendant les cours, pendant les TP pour les assistants et les assistantes. Et en fait, plus vous avancerez dans votre cursus, plus vous allez avoir des contacts avec eux. Vous verrez que quand vous serez en master, ce sera quand même assez différent. Donc oui, on ne vous connaîtra pas autant que comme quand vous étiez en secondaire. On ne va pas connaître vos noms, vos prénoms, chacun, etc. Mais non, vous n'êtes pas des numéros pour nous. Alors l'autre crainte qui vient souvent aussi en ce tout début d'année, c'est que peut-être vous connaissez personne en fait. Il y a tellement de monde dans les auditoires où vous allez aller, comment est-ce que vous allez vous faire pour vous faire des copains et des copines? Ma réponse c'est ça va se faire. Grâce à toutes les activités que vous allez pouvoir faire à l'ULB, pendant les cours, en dehors des cours, vous allez rencontrer, discuter, rire avec d'autres étudiants et étudiantes, vous allez tisser des liens. Ce sera peut-être des bons copains, des bonnes copines du NIF ou peut-être même des amis pour la vie, mais dans tous les cas, ça va se faire et c'est une histoire de quelques jours, de quelques semaines. Alors, maintenant que j'espère que je vous ai rassuré un peu, voire même beaucoup, si vous aviez besoin d'être rassuré. Peut-être concrètement, venons à des choses un petit peu plus pratiques. C'est quoi les premières choses à faire concrètement durant ces quelques jours-là de rentrée? Eh bien, en fait, il y a une page sur le site de l'ULB qui correspond, qui explique cela, et ça s'appelle même les premières choses à faire. Voilà l'adresse, l'URL, c'est un peu long, et donc si vous voulez pas taper ça, en fait, simplement ouvrez votre moteur de recherche, Ecosia, Google, et puis il suffit d'écrire dans la barre de recherche ULB première chose ou chose à faire en premier. Et vous voyez qu'en tapant ça, vous tombez directement sur la page de l'ULB avec toutes les infos. Et donc voilà, ça vaut le coup que vous alliez scroller, passer un petit peu de temps.
Et donc, je ne vais pas je vais pas m'arrêter sur toutes ces choses à faire, donc je vous conseille vraiment d'aller consulter la page, mais en plus, pour vous aider à y voir clair, nous avons prévu une séance spéciale pour vous guider dans tous les nouveaux outils que vous allez utiliser et pour répondre à vos questions. Donc dans votre emploi du temps, c'est une séance qui est référencée sous le nom de InfoFac. Elle a lieu quand? Lundi. Donc lundi qui arrive de 10 à 12 heures. Où ça? Ici, parce que c'est dans l'auditoire du Janson. Elle sera animée par Manon Arden, Sarah Leclerc et Julie Delot. Et c'est vraiment important d'y aller. En fait, c'est même très important d'y aller parce qu'on va vous parler des outils à utiliser à l'ULB. Alors évidemment, on ne va pas vous parler de brouettes et de pelles, pardon. On va plutôt vous parler, excusez-moi, on va plutôt vous parler d'outils numériques à utiliser, mais aussi des premiers mots sur les procédures, les règles, les services, etc. Donc vraiment, c'est the place to be, comme on dit. Hein. Il y a vraiment intérêt à y aller. Alors, dans les premières choses à faire, vous voyez aussi qu'on vous conseille d'aller voir votre horaire, en fait. Et donc, bien sûr, je vous invite à faire ça. En fait, votre premier cours, c'est lundi, le lundi de la rentrée à 16 h, dans le Janson, encore une fois, et c'est avec moi. Donc, vous avez tout intérêt à très vite connaître votre agenda. On ne va pas le passer en détail ici, ce serait un peu fastidieux. Néanmoins, j'aimerais quand même vous donner un petit aperçu de comment globalement cette première année va s'organiser. Alors l'année commence le 15 septembre et elle terminera le 30 septembre 2026. La première partie de l'année, c'est ce qu'on appelle le Q1 pour premier quadrimestre. Alors, voilà, ça va se terminer début février. En fait, vous allez démarrer par des cours, puis il y a les vacances d'hiver et juste après, il y a la première session d'examen. Alors, est-ce que ces vacances sont vraiment des vacances? Rien n'est moins sûr pour les étudiants. Et donc ça, vous ferez votre propre avis. En tout cas, la session d'examen, elle va porter sur les cours du premier quadrimestre. Et on appelle ça la première session parce que c'est la première fois que vous avez l'occasion de passer un examen sur ces cours-là. Et puis ensuite, début février, commence le deuxième quadrimestre. Il y a des cours. Là aussi, il y a des vacances qui arrivent à un certain moment. Et puis là aussi, il y a des examens. Ces examens portent sur les cours du deuxième quadrimestre. C'est toujours la première session parce que c'est à nous toujours la première occasion pour vous de passer l'examen sur ces cours du deuxième quadrimestre. Alors, particularité juste en B1, à cette session de mai-juin, vous pouvez repasser des examens du premier quadrimestre. C'est ce qu'on appelle la redite et c'est très spécifique au B1. Et alors, la troisième partie, le troisième quadrimestre, en gros, en fait, c'est l'été. Et il y a deux scénarios possibles. Soit vous avez réussi tous vos examens en première session, et alors vous allez avoir un long été, pouvoir faire plein de choses. Soit, il y a des examens que vous avez ratés en première session, et alors là, votre été sera plus court et plus studieux, parce que vous devrez revenir à partir de mi-août, en fait, pour repasser des examens. C'est ce qu'on appelle la deuxième session. Et là, c'est des examens potentiellement sur tous les cours de l'année. Et donc, c'est la deuxième occasion pour passer les examens des cours. Alors, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Pas de panique. Si vous ne retenez pas tout, les échéances, les dates, l'organisation de l'année, vous allez en entendre parler encore. Dans les grandes dates, vous recevrez des emails qui vous préviendra. Mais voilà, là, l'idée, c'était vraiment de vous donner une vision complète et vous n'êtes pas obligé de tout retenir dès le début. Toujours est-il que, je vous ai dit, on va vous transmettre des informations sur des dates, sur des échéances. Et pour ça, principalement, on va vous envoyer des emails sur votre adresse ULB. Donc, il va vraiment bien falloir surveiller vos emails ULB et ça, on va beaucoup vous le dire. C'est vraiment très important, en fait. Alors, on a beaucoup parlé des études jusque-là. Mais l'université, c'est pas juste les cours, les profs, les examens.
À l'ULB, on aime bien apprendre, mais on aime bien faire aussi d'autres choses. Et donc, je vous ai dit que vous alliez tisser des liens avec d'autres étudiants et étudiantes. Ça va se passer évidemment en cours, mais ça va se passer aussi en dehors des cours, parce que vous allez avoir l'occasion de faire plein d'autres choses sur le campus. À l'ULB, par exemple, on peut faire du sport, on peut faire plein de sports possibles. À l'ULB, on fait du vélo, et puis on peut par exemple emprunter une remorque pour transporter des choses, parce qu'on a envie d'aider une autre étudiante à déménager. À l'ULB, on peut s'engager par exemple pour faire du soutien scolaire auprès de plus jeunes, c'est ce qu'on appelle Scola ULB. À l'ULB, on s'engage pour des comportements durables, apprendre à réparer plutôt qu'à jeter. À l'ULB, on peut se cultiver, et donc sur l'avenue Paul Léger, il y a un point culture, la devanture a un peu changé, et je vais vous dire un secret, je n'y suis jamais entrée, alors vraiment, allez-y pour moi. À l'ULB, sur le campus, on peut profiter de toute une offre de restauration et vous apprendrez à la découvrir. À l'ULB, on peut apprendre les langues avec par exemple la Fondation Neuf. À l'ULB, on est sensible au développement durable. On trie les déchets, on rend visibles les arbres remarquables, on crée des espaces naturels. À l'ULB, on est ouvert et on marche le jour des fiertés. À l'ULB, on s'engage dans des actions citoyennes et pour ça, on est accompagné grâce à une ESBL qui s'appelle ULB Engagé. À l'ULB, on a un magazine qui est fait par des étudiants pour les étudiants. Il s'appelle Prisme. Et vous savez quoi? En fait, ils recrutent en ce moment. Donc si ça vous intéresse, allez donc voir sur leur site. Bref, il y aurait encore plein et plein de choses à dire parce que en dehors des cours, à l'ULB, on peut faire plein de choses. Alors si ce que je vous ai dit vous a un petit peu a piqué votre curiosité, comment faire pour avoir les infos? Il y a plusieurs façons. En ces jours de rentrée, il y a des stands sur le campus et donc n'hésitez pas à vous arrêter à demander des infos. Vous avez aussi le site de l'ULB et donc toujours la même chose, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Bienvenue à l'ULB par exemple et vous allez tomber sur cette page où vous voyez, vous avez un onglet pour le sport, pour la culture, etc. etc. Et puis, en plus de ça, dans la faculté, il y a des étudiants et des étudiantes qui sont prêts et prêtes à vous aider. Et ce sont vraiment des personnes essentielles. Alors, il y a deux groupes d'étudiants que je voudrais vraiment mettre en lumière. Un premier groupe d'étudiants qui est réuni dans ce qu'on appelle le BEPSIEL, qui veut dire Bureau étudiant de la faculté, avec tout le nom de la faculté. Donc, dont la présidente, je la nomme ici Rabiatou Tobi, qui préfère qu'on l'appelle Rabi en fait. Donc non seulement ces étudiants et ces étudiantes qui appartiennent au bureau étudiant, non seulement ce sont des personnes ressources qui ont un bureau ici, à côté des secrétariats, à qui vous pouvez aller poser des questions si vous le souhaitez et parce que vous trouveriez par exemple que c'est plus facile de leur poser à eux qu'à des profs ou à des secrétaires, en tout cas au début. Mais en plus, au BEPSIEL, il y a des étudiants et des étudiantes qui sont délégués d'année, donc qui vous représentent auprès des professeurs. Donc, c'est bien de les connaître, de les contacter, mais sachez que vous aussi, vous pouvez devenir délégué d'année, en fait. Et ça, on vous en reparlera notamment au mois de décembre et au mois de novembre. Vous avez ici toutes les infos, l'adresse email, le local. Vous pouvez aller un petit peu chercher plus. Il y a aussi un site, d'autres moyens de transmission des informations. Mais donc voilà, n'hésitez pas à y aller. L'autre point important, c'est que je vous ai dit, donc ces étudiants du BEPSIEL ont des délégués d'année. Mais en plus, on fait plein d'autres choses au BEPSIEL. Plein d'autres activités. Alors, contrairement à ce que montre cette image, on n'y fait pas du surf, parce qu'on est en Belgique, mais on fait plein d'autres activités au BEPSIEL, et en voilà quelques exemples de la projection de films, du parrainage, du marrainage, club de lecture, de la revue, et plein d'autres choses. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller y faire un tour et de rencontrer des étudiants, des étudiantes un petit peu plus avancés que vous, qui ont potentiellement plein de bons conseils à vous donner. Alors un autre groupe d'étudiants que je voudrais mettre en lumière, qui est une ressource pour la faculté, c'est le cercle de psycho. Vous avez ici la première page du site du cercle. Donc, il vous suffit de taper cercle de psycho ULB sur Google ou Ecosia et vous tombez sur le site. Alors, la présidente est Ambre Margaritis,
Et ce que je peux vous dire, c'est que là non plus, vous n'y ferez pas du surf, mais vous pourrez faire plein d'activités. Et parmi les grands événements de l'année, il y a notamment le baptême, des pré-TD, des TD. TD, ça veut dire thé dansant. C'est pas forcément ce que vous imaginez. Il y a l'organisation du bal facultaire par le cercle, un mini-festival de musique, des sorties culturelles, sportives, etc., etc. Donc, il y a vraiment aussi, là aussi, soyez curieux, curieuses, et allez frapper à la porte du cercle pour avoir des infos sur c'est quoi les activités, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Alors, vous l'aurez compris, il y a vraiment plein de choses à faire à l'ULB en plus de vos études. Et donc finalement, il y a beaucoup d'occasions de rencontrer des étudiants et des étudiantes. Donc n'hésitez pas à aller visiter les stands s'il y a encore des stands ces premiers jours. Allez à la rencontre des étudiants et des étudiantes de notre faculté qui sont déjà sur le campus, qui sont disponibles pour vous particulièrement au tout début. Même s'il faut se rappeler qu'eux-mêmes sont étudiants et étudiantes, donc eux-mêmes ont des cours et une année à assurer. Mais voilà, il y a des ressources pour pouvoir, pour que vous puissiez interagir avec des étudiants et des étudiantes. Alors, on a vu comment on étudie à l'ULB, comment on s'amuse à l'ULB, comment on rencontre des gens à l'ULB. Dernière chose, comment est-ce qu'on demande de l'aide, comment est-ce qu'on en reçoit. Et donc, à nouveau, il y aurait beaucoup de choses à dire ici. Et donc, là encore, il y a une page dédiée sur le site de l'ULB, ULB aide et accompagnement. Vous tapez ça dans Google et vous tombez sur la page. À nouveau, je ne vais pas tout détailler, mais il y a quand même quelques services que je veux mettre en lumière pour que vous sachiez qu'ils existent. Et donc, notamment, sachez qu'il y a une cellule qui s'appelle le CARE. En fait, à l'ULB, c'est une cellule qui accueille et accompagne les étudiants et les étudiantes qui seraient confrontés à la violence morale ou sexuelle, au harcèlement ou à la discrimination durant leurs études. Il y a également une association qui s'appelle Quid, qui propose une aide juridique gratuite. Et donc voilà, ils ont un site et vous pouvez aussi aller y faire un tour. Il y a également un service social étudiant, c'est la cellule pour les aides financières et sociales. Et je vous propose de regarder leur vidéo d'accueil pour en savoir un petit peu plus. Bonjour, je viens d'arriver à l'ULB et j'ai déjà des tonnes de syllabus à acheter. Moi, j'utilise les transports en commun et je viens de loin. Je viens de payer la garantie locative de mon compte, c'est abusé. Est-ce que j'ai le droit à des aides? Est-ce que j'ai droit à des aides? Est-ce que je peux avoir une aide? Pour savoir si vous avez droit à une aide, il faut prendre rendez-vous avec le service social de l'ULB. En effet, les aides dépendent des critères académiques et financiers, et donc chaque cas est unique. Je vous invite à nous rendre visite. Le service social se situe dans le bâtiment M sur le campus du Solbosch. Je voulais savoir, à quel type d'aide on a droit quand on est étudiante? En début d'année, si vous rentrez dans les critères, vous pouvez bénéficier d'une allocation d'études de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui vous permet de réduire le coût du Minerval. En cours d'année, le service social de l'ULB peut intervenir pour l'achat des supports de cours, l'achat du matériel en lien avec votre cursus, les frais de transport, etc. Il existe des aides liées au bien-être étudiant, comme la précarité intime, dont menstruelle, le sport à l'ULB, et nous pouvons également aider à payer des consultations psychologiques ainsi que des frais de lunettes ou de lentilles. Quelles sont les démarches à entamer pour obtenir une aide? Vous devez démarrer en ligne. Rendez-vous sur votre portail Mon ULB dans l'onglet Secrétariat virtuel et Ma situation financière. Après avoir complété un formulaire web, vous serez rédigé vers le dossier numérisé pour y télécharger les documents nécessaires à l'analyse de votre demande. Lorsque vous avez complété votre dossier, je vous invite à prendre rendez-vous avec un ou une assistante sociale en envoyant un mail à sse@ulb.be. Si je fais une demande d'aide, est-ce que mon dossier sera bien confidentiel? Tout à fait, les assistants sociaux sont tenus au secret professionnel. Les maîtres mots de l'équipe, bienveillance, neutralité et équité. Sachez que le travail du service social fait l'objet de contrôles comptables et politiques exercés par la Commission des affaires sociales étudiantes. Si vous vous posez la moindre question, prenez contact avec nous. Alors ça, c'était un type de service que vous pouvez consulter. Il est bon de savoir aussi qu'il y a un service d'information et d'orientation sur le campus. Donc par exemple, si vous vous posez des questions sur votre choix d'études, que ce soit maintenant ou un petit peu plus tard. Il y a également un service d'accompagnement aux apprentissages qui vous offre donc un accompagnement aux apprentissages. Et d'ailleurs, il y aura
des activités qu'on vous proposera directement en faculté. C'est organisé par le BAPSIEL. Donc, ce n'est pas le BEPSIEL, le bureau des étudiants. Il y a une lettre de différence. Et le BAPSIEL, c'est en faculté, l'antenne du SAA, pour vous proposer des activités d'aide aux apprentissages. Et il est bon aussi de savoir qu'à l'ULB, il est possible d'obtenir un statut d'étudiant à besoins spécifiques, EBS, et donc je ne vais pas détailler comment on fait, mais en fait, sur la page que je vous ai référencée avant, il y a toutes les infos en fait pour savoir comment est-ce qu'on fait. Il y a également sur le campus un ensemble de services de soins de santé, médical ou mental. Et donc, en plus du service médical qui est dans le bâtiment M sur le campus, il y a aussi, il est bon de savoir qu'il y a une antenne émée à l'ULB. C'est un centre de planning familial qui propose de nombreux services autour de la santé sexuelle et reproductive. Il y a également le SSM-ULB, donc le service de santé mentale à l'ULB, qui permet d'avoir accès à des consultations psychologiques, psychiatriques, logopédiques. Il y a également le CUP, qui est le centre de consultation universitaire pluridisciplinaire de la faculté, qui là aussi permet d'avoir accès à des consultations notamment psychologiques et neuropsychologiques. Alors, je pourrais continuer, il y a vraiment encore beaucoup à dire sur l'ensemble des services qui sont possibles, sur l'ensemble des choses qui existent à l'ULB, mais je pense que j'ai assez parlé. À présent, vous avez une grande page blanche à écrire, c'est à vous de commencer à écrire votre histoire de l'université et ça commence vraiment maintenant. Donc j'en arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour l'avoir visionnée. Je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis déjà à la semaine prochaine pour vos premiers cours. À très bientôt.